L'association transculturelle est un réseau de paix et de développement. Ensemble, nous pouvons bousculer les idées reçues, inverser les flux habituels de coopération. Par la culture, des alternatives économiques et sociales sont possibles. Pendant 1h30, en direct et en duplex, en échangeant sérieusement sans se prendre au sérieux, sur Radio Galère, chaque premier mardi du mois de 20h30 à 22h, libérons la culture, décolonisons la culture. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, nous nous retrouvons comme chaque premier mardi du mois, donc ce soir pour notre émission Décolonisons la culture. Et ce soir nous avons comme invité Christian Philibert, qui est auteur et réalisateur des 4 saisons d'Espigoule et de Travail d'Arabe et du complexe du Santon en tant que documentaire. Et nous aurons aussi des invités, donc Jacques Dussard, nous aurons Modou, Jean-Marc et Momo par Skype. Et bien sûr en cabine ce soir, nous avons Philippe, comme à l'habitude. Et au piano, nous avons Sidi, Christian et votre humble serviteur Bernard Gillet. Voilà. Alors nous allons commencer, donc la première partie de cette émission sera dédiée à la présentation du film Africaioli. Et je vais passer tout de suite à Philippe l'antenne pour qu'il puisse accueillir notre invité et entamer tout de suite le débat. Voilà. Bien, merci et bonsoir à tous. Et c'est avec beaucoup de plaisir, une fois n'est pas coutume. On va parler de cinéma, parce que ces 15-20 dernières émissions, on avait beaucoup parlé de culture, beaucoup parlé d'Afrique. Et ce soir, on va donc parler de cinéma, et pour une partie, cinéma en Afrique. Donc, Christian, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et bonsoir Philippe, bonsoir aux auditeurs. Merci de me recevoir. Alors, un réalisateur, ça fait toujours rêver. Des acteurs, ça fait rêver. On a eu la chance de d'assister à une retransmission en plein air de ton film et de vous rencontrer les uns et les autres. Et on s'est rendu compte que finalement, un film, il y a beaucoup de choses derrière. C'est pas aussi simple. Donc, il y a des grosses productions, il y a des moyennes productions. Et toi, tu suis... Il y a des toutes petites productions. Voilà. Toi, tu te situes en petite production. Je me situe, j'ai pas vraiment le choix non plus. Là, en l'occurrence, c'est un film qu'on a fait avec 3 fois rien, donc avec un budget dérisoire. C'est pas un choix de ma part, moi je préfère travailler avec plus de moyens. Mais il y a des films qu'on ne peut pas financer aujourd'hui en France, donc on les fait comme on peut. Et en l'occurrence, celui-ci s'est fait avec des bouts de ficelle, mais c'était le cas déjà des 4 saisons d'Espigoule. Bon, mais les 4 saisons d'Espigoule, c'était mon premier long métrage. C'est toujours compliqué, un premier long. Et là, après, j'ai fait les 4 saisons d'Espigoule, qui est sorti en 99. Travail d'Arabe, lui, il est sorti en 2003. Travail d'Arabe, on avait un peu plus de moyens. Il avait suivi on avait un financement un peu plus classique. C'était un scénario plus conventionnel, un peu dialogué, qui nous avait permis d'avoir l'avance sur recette du CNC, d'avoir Canal+. Il me semble l'avoir vu sur Arte, il me semble. Oui, il a été diffusé sur Arte, c'est vrai. Mm. D'ailleurs, c'est le seul film qui est diffusé, de mes films qui a été diffusé sur une chaîne publique, sur Arte. France Télévisions n'a jamais diffusé mon travail. Et là, Africaioli, c'était un concept, c'était un film très personnel. On savait qu'on ne pouvait pas avoir un scénario, les 90 pages dialoguées, classiques. C'était trop compliqué. Il fallait passer 6 mois, 1 an à écrire, et puis autant peut-être à rechercher un financement. Et donc c'est un film qui devait se faire comme ça, dans une fulgurance. Il était hors de question de prendre le risque d'écrire pour rien. Et à un moment donné où il faut tourner. Et là, le moment était venu. Et donc, quand l'idée s'est imposée, on savait qu'on avait très peu de temps pour mettre le projet en place. Et donc, on a décidé on n'a même pas cherché vraiment un financement. On n'a pas passé des mois à perdre du temps comme ça, à essuyer des refus. On a foncé, on a trouvé facilement, grâce à un ami producteur qui s'appelle Frédéric Jouve, les films Velvet. Les films Velvet qui sort cette semaine, un long métrage Grand Central, et qui nous a permis de bénéficier d'une aide au court métrage.
Et moi, je lui ai dit, bon, voilà, avec cet le court-métrage, moi, je vais essayer de faire un long. Bon, lui m'a dit, écoute, fais un court-métrage, déjà, ça sera bien. Non, j'ai dit, pour moi, le but de ce projet, c'était de ramener un long-métrage. Et un long-métrage d'Africa Yoli qui est la suite des 4 saisons d'Espigoule, mais en Afrique. C'est-à-dire, bon, on retrouve au tout début du film, dans les 6 premières minutes, un peu quelques personnages du long-métrage de l'époque, des 4 saisons. Mais très vite, les 2 personnages principaux, Jean-Marc Ravera, donc le patron du Café du Cours d'Espigoule, et Mohamed Metina, qui lui n'était pas dans l'univers d'Espigoule, mais par contre qui était le rôle principal de travail d'arabe, tous les 2 partent en vacances, comme ça, pendant 15 jours, en Afrique, au Sénégal. Et donc c'est ces vacances-là qu'on raconte dans le film. Alors Espigoule, vrai village? Vrai, faux, on a toujours un peu entretenu l'ambiguïté, c'est ça qui est intéressant, comme on est à la frontière du réel et de l'imaginaire, du documentaire, de la fiction. Espigoule existe à moitié, on peut en parler aujourd'hui, parce que si on tapait Espigoule pendant longtemps, c'était notre secret, on ne disait jamais où se situait Espigoule. Bon, aujourd'hui, il suffit de taper Espigoule sur Google, ça nous ramène directement à Gina Servi, petit village du Haut-Var, et village où j'ai grandi d'ailleurs. Et donc en fait voilà, Espigoule c'est en quelque sorte le nom d'artiste de Gina Servi. Mais la plupart des acteurs d'Espigoule étaient des habitants du village. Et c'était en fait, bon, on était, dans la forme d'Espigoule était relativement documentaire, mais on était, il y avait plusieurs procédés de fiction dans ce film à l'époque. C'était un mélange de fiction et de documentaire, mais dans une forme comme ça ressemblait plutôt à un documentaire. Ce qui n'est pas le cas d'Africa Yoli, qui tend lui plus vers la fiction, qui est un film un peu à mi-chemin entre Espigoule et Travail d'arabe dans la forme. Extrêmement ambigu, très difficile de le situer, de dire si ce film est un documentaire ou une fiction, mais j'aime bien moi cultiver cette ambiguïté. Et alors, bon, je vais juste. Alors, on devait aujourd'hui aborder aussi le problème des financements et tout. Bon, notre invité n'est pas venu, on va pas trop. Et puis, s'apesantir dessus. Par contre, alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, un film, on le suit ou pas? Parce que bon, tu as déjà une carrière. Enfin, je veux dire, tu as déjà fait des films. Tu débarques pas de n'importe où. C'est pas ton premier film. Moi, pour avoir vu Travail d'arabe, très honnêtement, c'est le seul que j'avais vu jusqu'à présent. Puis j'aime bien avoir un peu l'esprit libre lorsque je reçois quelqu'un, c'est vrai. Mais je me souviens de Travail d'arabe qui m'avait, qui pour moi avait tout d'un film abouti, avec un fond, du sens. Techniquement, rien à dire. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu rames encore pour trouver des financements ou des aides pour faire un film? En fait, c'est le fond ou c'est... Travail d'arabe est sorti en 2003, hein, donc 2003-2013, 10 ans se sont écoulés. J'ai pas glandé pendant 10 ans. En fait, pendant ces 10 ans, j'ai 3 projets de long métrage qui sont tombés à l'eau, mais bon, pour des raisons très différentes, très diverses. J'ai joué de malchance, ça il faut, à plusieurs reprises, parce que les 3 films dont je parle étaient très différents, mais ont été quasiment financés quand ils se sont effondrés. Et donc ça, c'est... comment dire, il y a des films qu'on peut faire en France et puis d'autres qu'on ne peut pas faire. Et malheureusement, un film comme Africa Yoli, qui est un film qui nécessite un budget dérisoire par rapport à des grosses productions, par rapport même à une comédie classique française. Voilà, on cite l'exemple, n'importe quelle comédie que vous pouvez voir à la télé, c'est des comédies qui font 10, 11 millions d'euros facilement dans ces eaux-là. Voilà, et nous on aurait eu simplement 400 000 euros, tout le monde était payé. On pouvait, donc, avec un budget de comédie français, on peut tourner à peu près 25 films comme Africa Yoli en payant tout le monde. Donc, alors pourquoi ce cinéma-là ne peut pas exister? Je m'interroge toujours parce que en France on est bloqué, on est figé sur cette idée du scénario, que ce soit c'est 90 pages, enfin dans le cadre d'une comédie, parce qu'on dit 1 page minute. Donc bon, les comédies font généralement plutôt 90 minutes, c'est pour ça que je dis 90 pages. Mais donc on doit raconter toute l'histoire de A à Z, tous les dialogues. Mais ça, pour moi, c'est une manière parmi d'autres de faire du cinéma. Et c'est pas celle qui permet de libérer le plus son instinct et la spontanéité. Moi, c'est le cinéma que j'invente en quelque sorte, est nourri de mon expérience documentaire et de ma recherche. Alors, ça sous-entend que Africa Yoli, donc un petit script alors, moins de pages?
Alors, ce projet, d'ailleurs, tout à l'heure, on aura l'occasion, j'espère, que la connexion par Skype fonctionnera, d'en parler avec Jacques Dussart, qui est le co-scénariste du film. En fait, moi, ça faisait longtemps que je voulais emmener, pour la petite histoire, que je voulais pas tourner de suite à Espigoule même. Hein. Je me semblait que j'ai fait le tour de la question avec les 4 saisons. Par contre, l'idée comme ça d'amener des acteurs à l'étranger, surtout Jean-Marc, le patron du bar, hein, qui pour moi est un emblème, il incarne la provençalité et dans ce qu'il a de plus profond, c'est quelque chose qui vient de loin chez lui. Et il était évident pour moi que je devais amener, si je faisais une sorte de suite, ce serait d'amener Jean-Marc à l'étranger, le confronter à d'autres cultures, comme ça, créer des chocs culturels. Mais c'est pas tout d'avoir cette idée, il faut encore savoir où on peut la mener. Et donc Jacques Dussart, avec qui je travaille sur notre projet, qui a renoué, lui, qui a des racines, qui a trouvé un peu, comment dire, en fait, pour la petite histoire, le papa de Jacques était au Sénégal, il a participé, il a créé quasiment, il a inventé presque le tourisme dans cette région de l'Afrique. Et quand Jacques est retourné à la mort de son père, il a découvert ce pays, il s'est senti chez lui, il a eu besoin de construire une maison, d'y retourner à chaque vacances, comme ça. Et donc, il a noué des liens très forts avec les habitants. Et donc, dans ce petit village de Toubacouta où on a tourné. Et donc, depuis des années, il me dit, c'est là où il faut que tu amènes Jean-Marc, c'est là où il faut faire cette suite. Bon, moi, c'est vrai que je suis pas un grand voyageur, hein, donc déjà, pour arriver à ce qui m'entraîne là-bas, il a mis déjà un certain temps. Et le déclic s'est fait en 2011, en fait, parce que j'avais un troisième film qui venait de tomber à l'eau et j'avais un besoin de tourner, une nécessité, c'était vital. Et je pouvais pas. Et à un moment donné, quand ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait de film, ça devient absolument insupportable. Et donc, voilà, pour moi, il fallait que cette année-là, que je tourne. Donc, ce film-là, je savais qu'il n'était pas cher, on pouvait le faire avec pas grand-chose. Et on ne pouvait pas le faire autrement d'ailleurs, parce que s'il n'était pas finançable, on ne pouvait pas écrire un scénario de 90 pages. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin... Non, mais je termine sur ta question, c'est-à-dire que ce qu'on a fait avec Jacques, on a défini un synopsis, on a mis au point un synopsis dispositif, quoi, qui reprend les grandes étapes un peu qui sont dans le film. Et à partir de ce simple d'une quinzaine de pages, ça a été notre base de travail. Il m'a emmené en Afrique, on est allé faire des repérages. J'ai rencontré ses amis, parmi lesquels on a recruté le casting du film. Et on a tourné dans sa maison, dans sa vraie maison. C'est celle qui accueille les héros de Jean-Marc et Momo du film. Et le scénario s'est peaufiné, s'est affiné au jour le jour. Et pendant tout le tournage, qui n'a pas duré très longtemps, on est resté 2 semaines en Afrique. Donc imaginez un peu de faire un long métrage en 15 jours. L'énergie qu'il faut déployer. Et après, qui s'est écrit après tout au long du montage. Alors forcément, là, le montage, qui normalement, on peut monter un film en 4 mois, là, le montage a pris 1 an. Mais le temps qu'on passe pas à écrire sur le papier, il faut le passer au montage. Mais c'est une manière de faire des films qui se respecte et qui nous permet d'aboutir à des œuvres parfois plus originales. Et voilà, moi c'est ça que je défends, mais ce cinéma-là est impossible en France. Mais même un documentaire, si on veut faire un documentaire par exemple avec Arte, un documentaire, il doit être écrit, dialogué. Pour moi, c'est totalement absurde, puisque ce qui est fascinant dans le documentaire, c'est quand les choses nous échappent. C'est ça, moi, qui m'a poussé à essayer autre chose dans la fiction. Je ne peux pas me contenter d'entendre des acteurs répéter les dialogues que j'ai écrits. D'abord, moi, les acteurs avec qui je travaille, ils ont tous leur langage, ils ont une manière de s'exprimer. Je ne pense pas que je serais capable de les faire tous parler, de retrouver la richesse de leur langage chacun. Et donc j'aime bien, moi, comme ça, ces comédies basées largement sur l'improvisation, les improvisations dirigées, guidées, mais quand même, il y a les plus belles phrases du film, elles sont sorties comme ça, spontanément, quoi, parce que Jean-Marc ou Momo étaient dans des situations, ils vivaient des situations, et puis tac. Et, bon, ils sont extrêmement doués pour l'improvisation, bien sûr. C'est pas le cas de tous les acteurs, hein, c'est un talent à part, ça. Je connais d'excellents comédiens de cinéma qui sont absolument pas, ils se sentent très mal à l'aise dans ce type de travail. Mais voilà, Jean-Marc Ravera, lui,
est un vrai génie comique et qui a une répartie, une spontanéité. Bon, il faut dire qu'il a fait 22 ans de bar, hein, 22 ans derrière un comptoir, et ça l'a particulièrement affûté, ces choses. Donc en fait, le message, c'est quelque part de dire qu'il n'y a pas de place donc, pour un cinéma d'improvisation, un cinéma plus près des réalités dans l'absolu. Donc on finance que si tout est dialogué, surcadré, et puis voilà. Oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, moi, ça a été ma grande... Enfin, ça a été... J'ai découvert ça ces dernières années. On sait que le cinéma commercial est formaté. Bon, il faut des grandes stars, il faut des films racoleurs qui puissent rassembler un maximum de spectateurs. Et finalement, on ne sait pas trop faire du bon cinéma commercial en France. Hein. C'est du bon cinéma populaire. On ne sait plus vraiment le faire. Je ne dis pas que ça n'arrive pas de temps en temps, mais c'est de plus en plus rare. Le problème, c'est que ce cinéma d'auteur qui fait, soi-disant, la grandeur du cinéma français est tout aussi formaté. Voilà, il y a des cas, il y a des niches où on peut trouver des financements, il y a des sujets qui sont porteurs. Mais si on sort de ce cadre-là, par exemple, financer une comédie avec un financement de film d'auteur, c'est quasiment impossible. Une comédie, pour les investisseurs, c'est populaire, donc c'est commercial, donc ça doit être c'est racoleur, donc c'est grand public, donc voilà, ça ne peut pas se financer avec. Est-ce que tu vois beaucoup de comédies un peu intelligentes, subtiles en France? Non, malheureusement. Et pourquoi? Je dis pas, il y a par exemple Anis Jaoui qui a quand même, qui elle est un peu un contre-exemple, mais globalement c'est quand même très rare. Alors qu'il y a une demande du public, une nécessité de rire, un besoin vital. Mais non, c'est cantonné, voilà. Alors justement, quel a été le public? On va en parler ensuite, puisqu'on en fait tous partie du public. La profession. Alors bon, là tu nous dis que tu es sorti un peu des sentiers battus, donc on t'a jugé a priori, on t'a pas aidé puisque tu rentrais pas dans le cadre. Maintenant, le film est fini, terminé. Alors, sur Africa Joli, bon, moi j'ai des tas de films où je me suis battu, où j'ai pas réussi à trouver les financements. Mais dans le cas d'Africa Joli, on les a même pas cherchés. Donc, grâce à mon ami Frédéric, qui m'a permis qui m'a débloqué une aide au court métrage. C'était pas beaucoup d'argent, mais enfin, on est parti avec ça. La région PACA qui est venue un peu en renfort, qui nous a attribué une aide en cours de montage, et on a fait le film avec ça, c'est-à-dire avec un budget inférieur à 150 000 euros, quoi. Donc ça paraît incroyable de faire un long métrage aujourd'hui avec des sommes comme celle-là. Donc maintenant, on va voir comment la profession va s'emparer du film, comment ils vont Alors comment tu leur montres? Comment on montre un film qu'on vient de faire, et qui est la profession, et comment tu leur montres alors? Déjà, là, j'avais un énorme avantage sur ce coup-là, c'est que, parce que normalement, pour financer un film, il faut commencer par avoir un distributeur. Pourquoi? Parce qu'un distributeur fait d'un projet de film, d'un scénario, on fait un projet de film de cinéma. Et c'est qu'à partir du moment où on a un distributeur, qu'on peut avoir une chaîne de télé qui achète un film de cinéma, et qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de financer un film sans l'achat d'une chaîne de télé. Donc, c'est le processus normal. Or, dans un cinéma un peu atypique, ou d'un cinéma un peu de recherche comme le mien, où parfois l'objet terminé est assez éloigné du projet, enfin, qui était sur le papier. Moi, dans mon cas, j'ai regretté que les distributeurs de mes deux premiers films, j'ai toujours le sentiment ou qu'ils ne comprenaient pas, ou qu'ils les aimaient pas, et ils ont plus ou moins négligé leur sortie. Donc je me suis dit ça, je voulais plus revivre ça c'était pas possible. Donc là, l'avantage de faire un film avec très peu d'argent, c'est que je pouvais, une fois terminé, trouver le distributeur qui allait l'aimer et le porter. C'était pas forcément, je cherchais pas forcément un gros distributeur, je cherchais quelqu'un d'aussi passionné que nous, parce qu'on a fait ce film rarement, avec une passion incroyable de la part de toute l'équipe, d'ailleurs beaucoup de Marseillais, de techniciens marseillais, et je pourrais presque les citer tellement ils sont peu nombreux, mais enfin, ça a été une équipe. J'ai eu une équipe merveilleuse. Ça représente combien alors? L'équipe de tournage en Afrique, c'est combien de personnes? Là, on est parti à 10, donc 2 acteurs, donc Momo et Jean-Marc, et puis 10, Jacques Dussard qui était donc le co-scénariste, et puis qui organisait le tournage sur place, enfin, la logistique. Patrick Barra, donc mon associé des films d'Espigoul, qui signait l'image du film. Franz Ventura, qui était aussi à l'image. Après, on avait 2 ingénieurs du son, Sébastien et Godefroy, donc, et un assistant
Et Jérôme, notre assistant vidéo, enfin, plus notre assistant qui est venu en renfort, Jean-Marie, qui se reconnaîtra et qui voilà. Bon, ça, donc en gros, c'était ça l'équipe, plus les deux comédiens. Donc plus là-bas, sur place, une dizaine on va dire une dizaine d'acteurs et de techniciens et de régisseurs surtout sénégalais, quoi, et donc finalement, ce que vivent les personnages dans le film, Jean-Marc Momo qui arrive là-bas, qui tombe sur un chauffeur de taxi au début sur Modou. J'espère qu'on arrivera à établir la connexion avec Modou sur Skype. Alors, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'au Sénégal, la connexion n'est pas toujours très bonne. Et puis, je ne sais pas si en radio, si on comprendra bien ce qui dit. Mais enfin, on va essayer quand même. Ça peut être amusant. Et donc, la relation qui se développe comme ça entre Jean-Marc Momo et Modou, au début, elle est compliquée parce qu'il y a toujours un rapport d'argent qui fausse tout entre l'Africain, enfin, ou entre le Sénégalais et le Toubab. Tout de suite, les Français ont l'impression, enfin les Français, du moins ceux qui arrivent, le Toubab, ceux qui arrivent avec des moyens, avec de l'argent, et de suite a l'impression de se faire arnaquer, escroquer. Mais justement, le peu de vie. Alors, donc tu disais que tu n'es pas un grand voyageur, donc vous avez fait une préparation, on va dire, minimaliste au niveau des textes, mais c'était déjà la vision que toi, tu avais de l'Afrique, ou au contraire, au fur et à mesure des 15 jours, votre vision a changé, ça a induit des changements dans le film, ou c'est déjà le message que tu voulais faire passer, que toi, tu avais de l'Afrique, finalement? Non, cette trajectoire, moi, c'est vrai que je ne connaissais pas l'Afrique, mais Jacques Dussard, mon co-scénariste, connaît très bien ce pays, et donc ça faisait partie intégrante du projet, de la trajectoire, c'est-à-dire au début, on se regarde de travers, on a l'impression de se faire arnaquer, mais très vite, on arrive à dépasser ça, et puis on va vers l'amitié, vers la fraternité. On part aussi de la même manière, on part au début de la partie à Espigoule, et même une première partie du film où on joue sur les clichés, sur comment notre perception de l'Afrique, nous qui ne la connaissons pas, avec on pourrait énumérer tous les clichés qu'on peut avoir sur les Africains, et bien sûr qui vont tomber petit à petit, toutes ces différences elles vont s'estomper, et puis on finit par se trouver et se rendre compte qu'on est pareil. Et bon, bien sûr, c'est avant tout une histoire d'amitié, de fraternité, c'est une comédie humaniste. Qui part du cliché, certes, mais l'important, c'est de pas y arriver au cliché. Et alors, j'ai une petite question, ensuite, on va aborder la BO, mais alors, penses-tu qu'on pourrait faire l'équivalent en France, alors, c'est-à-dire deux Africains, truculents, de la même façon, avec une vie africaine, et tu penses qu'on pourrait arriver au même résultat et finir par, finalement, c'est l'amitié, les choses comme ça, ou... Tu vois, alors, ça paraît beaucoup plus facile de le faire avec les deux petits blancos qui partent en Afrique que le contraire. J'ai le sentiment que si tu avais filmé ça avec deux Africains, on serait peut-être pas arrivé aux mêmes conclusions. C'est marrant parce qu'avec Jacques, on s'est posé la question cette semaine, on se dit bon, pourquoi pas, parce que j'aime bien toujours envisager des suites aux films que je tourne. Après, je ne les fais pas les suites. J'ai toujours besoin de chercher autre chose. J'ai tellement peur de me répéter. Mais l'idée comme ça de filmer le retour, la venue de Modou en France et qui t'après l'incruste chez l'un chez l'autre, mais on sait pas encore vers quoi ça pourrait nous mener. Parce que ce qu'on a entendu assez régulièrement à Dakar, puisqu'on y était avec Bernard, c'était que les Africains, enfin souvent les Sénégalais se plaignaient de lorsque les Français ou les Blancs arrivent chez eux, ils ont tout. Mais c'est pas souvent le cas au retour. Ce qu'on promet, on ne l'a pas. Hein. Alors on va mettre un peu l'ambiance parce que bon, malheureusement la plupart des auditeurs n'ont pas vu le film. Mais on va donc, à travers la BO, on va entendre le son avec le Marché du Soleil, Massilia Sound System. Alors la BO, elle a été faite par qui ? Alors la BO, elle est essentiellement, c'est une musique originale dans l'ensemble, composée par Michel Korb, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Il était important, bien sûr, de retrouver le compositeur des 4 saisons d'Espigoule, parce que bon, sa musique fait partie intégrante de mon cinéma aujourd'hui. Donc Massilia Sound System, c'est un morceau, c'est tout. Ah, voilà, c'est ça. Ça fait partie des musiques dites additionnelles. Ouais, donc on a la musique originale de Michel Korb, dont on entendra quelques extraits, plus des musiques traditionnelle africaine qu'on a filmé là-bas, qu'on a intégré dans le montage. Plus, à un moment donné, il y avait un morceau comme ça musical, un peu clip, on va dire, dans le film, un peu ellipsé, où on voit toute une série de séquences diverses où nos deux compères, nos 3 compères, on les voit vivre comme ça.
on a choisi un morceau, un extrait de Massilia Sound System au Marché du Soleil, qui s'est imposé au montage. Et mais on n'avait tellement pas d'argent que s'il a fallu acheter le morceau, on aurait été très ennuyés. Et Massilia, Tatou, Gary et Papeggi nous ont nous allons l'écouter. le morceau. Nous allons écouter cet extrait. Ils nous ont fait un cadeau formidable. Et merci Christian. Nous allons passer à l'écoute du morceau. Alors c'était pas Massilia Sound System, vous l'avez reconnu. On va le passer après. Hein. Écoutez, on peut dire ce que c'était. Hein. C'était un extrait de la musique originale du voilà, film de Michel Korb. Voilà. Et alors pour avoir vu le film il y a une semaine, je peux vous assurer que ça colle vraiment au film. Quoi. Hein, quand on disait qu'il faut le voir 2 fois. Mais c'est vrai que l'entendre... Peut-être plus même. Oui, peut-être, comme tous les films. Mais pour vraiment rentrer, parce que, je veux dire, c'est un film simple, mais pas simpliste. Bon, on en parlera tout à l'heure, puisque Jacques nous rejoindra tout à l'heure, on va reparler un petit peu du scénario. On peut faire les choses sans argent, simplement, mais que ce soit pas simpliste et qu'il y ait de vrais messages, quoi. Et bon... Même si c'est toujours facile, on ne fait pas de la pub ici, Radio Galère, on n'est pas une radio à vocation à cirer les pompes, c'est vrai. Le but du jeu, c'est de dire la vérité, enfin notre vérité, celle qu'on a ressentie. Donc, est-ce qu'on est prêt pour les acteurs, alors? Je regarde là-bas, on va peut-être me faire signe. Donc, nous avons Momo et Jean-Marc qui sont en ligne. Ou pas? Je les vois. C'est pas simple. Hein, ouais, c'est pas grave. Lisons par Skype, je pense que c'est ça. Comme on disait, il y a quelques années, c'était inenvisageable. Maintenant, on se retrouve. Bon, nous aussi, à Radio Galère, on est un peu dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire on fait ça avec des bouts de ficelle et ça le fait. Alors, est-ce qu'ils sont là? Alors, tu les as trouvés où, tes acteurs? Bon, Jean-Marc, tu disais, patron de bar. Donc, en fait, moi, je suis originaire du même village que lui, de Gina-Service, mon village natal. Et donc... il y a un bon... Jean-Marc, il a quelques années de plus que moi, mais enfin, c'est toujours connu depuis très jeune. Et puis un jour, on se met pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à filmer à Spigoul au début des années 90, au moment où Jean-Marc a acheté le bar. Et
Espigoule n'était d'ailleurs pas Espigoule, c'était encore Gina Servi. Je filmais spontanément, cette rencontre de ce café et de Jean-Marc, il s'est passé quelque chose d'évident et qui m'a poussé à prendre une caméra et à y archiver comme ça. Et ce qui donnera plus tard des courts-métrages et les 400 Espigoule. Et donc, puis, je ne serais pas étonné qu'on soit même un peu cousin quoi, avec Jean-Marc. Après moi, c'est les années 90, en fait, j'avais quitté moi Espigoule, j'avais un petit peu de nostalgie comme ça, et chaque fois que j'y revenais, je retournais avec une caméra et je filmais les événements de la vie de village, beaucoup de choses qui tournaient autour du bar. Et à cette époque-là, dans les années 90, je vivais donc à la Seine-sur-Mer. J'ai passé 10 ans à la Seine-sur-Mer, et c'est là où habite Momo. Et c'est comme ça on s'est rencontrés à cette époque. Quand j'ai quitté la Seine-sur-Mer, je me suis dit un jour ou l'autre, Momo, je lui trouverai un petit rôle, sûrement. Il a une vraie personnalité. Et puis je ne pensais pas, quelques années après, lui proposer le premier rôle d'un long métrage qui s'appellerait Travail d'arabe. Alors, est-ce qu'on a Jean-Marc, c'est ça? Jean-Marc, tu nous entends? Ah, moi, je vous entends. Maintenant, je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous me voyez, mais... Bah, écoute, on ne te voit pas, mais on t'entend. Si on est à la radio, alors c'est Ouais. l'essentiel. Bon, ça fait plaisir. Une vedette, alors. Alors, Jean-Marc, combien de films à ton actif maintenant? Oh, maintenant, ça doit bien faire 4 ou 5. Hein. Sans compter les courts-métrages. Oui, parce que bon, il a joué dans mes films, dans les 3 films. Hein. Bon, c'est ma mascotte. Hein. Récemment, par exemple, il a joué dans un premier vraie comédie commerciale, hein, Les Vacances de Ducobu, où il joue un rôle quand même assez important avec Elie Semoun. Jean-Marc. Jean-Marc, tu nous entends? Ouais. Alors, Oui, tout à fait. Oui, justement, j'ai fait les vacances de Ducobu et puis et voilà. Mais sinon, il y a peut-être d'autres projets en vue, là, on ne sait pas, tout peut arriver. Et donc voilà, ça m'a permis un peu avec les vacances de Ducobu de côtoyer les films à gros budget. Voilà, montrer qu'il n'était pas obligé de tourner qu'avec Philibert aussi. Voilà. et, alors, quelle impression ça fait finalement de devenir un acteur comme ça sur le tard, je veux dire, sans dire non plus que tu es du troisième âge, mais enfin bon. Ben non, certainement pas. Hein. Mais comment tu le ressens tout ça finalement? Parce que bon, c'est vrai que dans le film, vous êtes excellentissimes tous. C'est bon, mais vous avez l'air tellement. Nous qui venons du même coin de Valençol, bon, c'est vrai que vous avez l'air tellement vrai dans le film. Mais t'en retires quoi tout ça, toi, finalement, de devenir un acteur ou d'être devenu un acteur? Ah disons que c'était déjà plus ou moins inscrit dans les gènes. Quoi. Je suis moi-même de la famille avec Robert et avec De Niro, pour ceux qui sont au courant. Quoi. Donc, Oui, ça c'est un peu mérite une dans les petite gènes. explication, parce qu'en fait, Jean-Marc est originaire d'un petit village d'Italie, Ouais. et il se trouve que c'est le village voisin de celui de Robert De Niro, et qui sont cousins. Ouais, et donc, Ah ouais, d'accord, c'est génétique. et Ça. voilà, donc il avait des bons gènes, quoi, c'est sûr, à la base. Et alors ici, bon, à la base, on est une émission assez tournée sur la culture et principalement ou particulièrement la culture africaine. Et c'était la première fois que tu es en Afrique, toi, Jean-Marc? Alors non, c'est vrai que c'était pas la première fois. J'avais été dans un autre pays africain auparavant, quoi. Mais j'avais pas forcément retrouvé l'Afrique que je cherchais, quoi, que je cherchais. Avec l'idée que je me faisais de l'Afrique et des Africains. Et puis là, je pense que là au Sénégal, je suis tombé un peu dessus, quoi, ce que je cherchais, ce que j'attendais des Africains, quoi, voilà. Et tu t'es Et reconnu dans le rôle de l'acteur du film, là? Est-ce que c'est comme ça que tu te sentais? Est-ce que toi, tu t'es reconnu ou alors tu as quand même une vision un peu différente, tu aurais agi différemment, toi? Pardon, je n'ai pas très bien entendu le début. Est-ce que tu t'es reconnu dans le rôle de l'acteur? Enfin, est-ce que toi, en tant qu'homme et en tant qu'acteur, il y avait, t'as vu les choses de la même façon? T'aurais agi de la même façon? T'aurais réagi de la même façon sur les 15 jours à Dakar? Ou où tu as vraiment joué le rôle, mais que tu aurais pas fait ça, quoi. Enfin, tu comprends? Bon, je me suis peut-être mal exprimé là. Non, non. Ouais, complètement, j'aurais réagi de la même façon. J'aurais réagi de la même façon en tant qu'au fur et à mesure des situations qui se présentaient à moi, quoi. Et donc, oui, je pense que j'aurais fait pareil, quoi. Et
Et même pour voilà, par exemple, le fait de se faire avoir, je veux dire, très vite, tu comprends que il voit un peu le porte-monnaie qui arrive, quoi, donc il faut en profiter. Mais bon, je veux dire, je suis un peu méfiant de ce côté-là. Après, le contact avec Modou aurait pu très bien ne pas s'opérer. Mais bon, voilà, je pense que c'est l'Afrique, on est très vite copains, on est très vite. C'est sûr qu'il y avait une alchimie à réussir, hein, parce qu'on ne pouvait pas les présenter avant. Hein. Jean-Marc et Momo, ils sont amis depuis très longtemps, depuis le travail d'arabe, donc ça, c'était déjà c'était un fait, leur amitié. Il n'y avait pas à mettre en scène. Par contre, l'histoire qui allait se dérouler avec Modou, moi, tant que j'étais pas allé en Afrique, je ne pouvais pas vraiment être sûr. Donc, c'est pour ça l'importance des repérages, de rencontrer un peu tous ces acteurs. Et donc, avec Jacques, nous sommes allés en repérage 2 mois avant le tournage. On a passé une semaine avec Modou, c'était notre chauffeur. Et là, très vite, j'ai senti l'intuition de Modou, son intelligence, et j'ai vite vu que l'alchimie allait fonctionner. J'ai même eu peur que ça aille trop vite, que leur histoire d'amitié se mette en place trop vite. Donc il fallait un peu les éloigner au début pour retarder un petit peu ce moment-là. Mais de toute façon, ces personnages-là sont énormément inspirés de Jean-Marc et de Momo. C'est pas tout à fait eux, hein, attention, il y a une part de fiction, mais on s'est énormément, on a puisé beaucoup chez eux pour construire les personnages, y compris chez Modou. Et d'ailleurs, chaque acteur conserve son vrai prénom dans le film. Et en Afrique, c'est pareil, chaque acteur joue son propre rôle. Est-ce qu'on fait le même film avec des gens qui ne s'aiment pas? Admettons que Jean-Marc Modou n'accroche pas. Est-ce que toi, en tant que réalisateur, tu arrives au même résultat, ou au bout d'un moment, l'acteur, sa personnalité, prend le pas quand même sur le film et donne une autre tonalité? Je pense que ça aurait été possible, mais alors là, ça aurait demandé beaucoup plus de temps, vraiment, parce qu'ils ont un talent d'acteur, hein, on peut les pousser encore plus vers la fiction, mais là, il fallait, en 15 jours, il fallait tourner, c'était tout à l'arraché, on n'aurait pas pu, hein, en 2 semaines, si cette alchimie n'avait pas fonctionné naturellement entre eux, on n'aurait pas pu. C'est là où il y a un côté documentaire aussi, où on filme des choses aussi qui se passent, parfois à leur insu. Ils ne sont pas toujours tous informés des événements qui vont se produire. Des fois, il n'y en a qu'un qui est informé, c'est un cinéma qui se construit comme ça petit à petit, au fur et à mesure, assez opportuniste d'ailleurs, au fur et à mesure des situations qui se présentent à nous, mais qui est en adéquation avec le budget dérisoire et le manque de temps. C'est de la même manière, si j'avais eu un scénario de 90 pages à respecter, on n'aurait pas pu faire ce film en 2 semaines. Là, c'est là où il y a une part de documentaire. On filme aussi ce qui se passe. Et souvent, ça nous échappe, et c'est tant mieux. Ce qu'il y a, c'est que tous les jours, il faut revoir ce qu'on a filmé, et réajuster, réécrire pour le lendemain, et construire l'histoire comme ça, de jour en jour. Mais même sur un film comme Travail d'arabe, qui était une vraie fiction, avec un vrai scénario, un scénario plus traditionnel, je faisais pareil, je réécrivais tous les jours, tout changeait en permanence. Et Jean-Marc, une dernière petite question, puisque je crois que les autres sont arrivés sur Skype. Quel a été l'accueil? Bon, là, j'ai assisté à une représentation extérieure. Il y a quand même beaucoup de monde, hein. Je pense que vous avez fait 15-20 fois. On en parlera un petit peu. Et quel a été, toi en tant qu'homme, là, je parle pas forcément acteur, c'est peut-être un grand mot, je veux dire, quoi que oui. Mais comment tu ressens, toi, ou plutôt, comment toi tu ressens ce que les gens ressentent par rapport à toi maintenant? Ils te voient, c'est-à-dire, tu es dans le film, tout à coup on te voit un verre de rosé à la main. Comment tu ressens tout ça? Comment est-ce que tu as senti qu'est-ce que tu as ressenti en fait? C'est toujours un petit peu bizarre pour moi, parce que dans la mesure où donc les situations dans le film sont, comme il vient de le dire, efficientes quelquefois. C'est imprévu, c'est des situations dans lesquelles il faut réagir tout de suite, quoi. Et donc,
Et donc, moi, je le fais donc naturellement, quoi. Et puis, et quand je m'aperçois que les gens rient de ces situations, des répliques que je peux sortir comme ça, quelquefois, je m'interroge un peu parce que je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est Ah, ça, ouais. Ouais. mais je me rappelle à l'époque des Spigoules, où pendant toute l'année de tournage, et même encore le montage, il me disait toujours, Jean-Marc, mais qui ça va intéresser, nos histoires de bar et ma vie, et qui ça peut intéresser? Mais pourtant, ça fait rire énormément de monde. Ouais, oui. Et donc, nous avons Momo en ligne, c'est ça, Bernard? Momo, tu nous entends? Jacques aussi, je pense que Jacques, qui a fait partie, je pense, puisqu'il était déjà préinstallé au Sénégal, je pense qu'il a peut-être, pour conforter ce que tu as dit, Christian, il a peut-être des choses à exprimer maintenant en tant qu'au scénariste, je sais pas. Donc, parce que je vois pas Momo, on n'a pas la chance de voir son visage, mais apparemment il est en ligne aussi. Donc à l'un ou à Oui. l'autre, effectivement, de s'exprimer. Momo, tu nous Bonsoir. entends? Ouais, moi je vous entends, vous m'entendez? Ouais. Bah, Ah, bienvenue, bonsoir. hein. Alors, je confirme, on a vu le film la semaine dernière, excellentissime aussi, hein, rien à dire. L'amoureux qui repart transi, j'ai trouvé ça excellent parce que ça cassait aussi le blanc qui repart systématiquement avec une petite africaine. Moi, j'ai trouvé que ça aussi, c'était excellent, quoi. Enfin, voilà. Donc, bah, merci, hein, merci d'être là, merci pour le film. Et alors, toi, tu es la Seine-sur-Mer, c'est ça? C'est ça, oui, la Voilà. Seine-sur-Mer. Donc, pas le petit village. Alors, comment tu ressens tout ça, toi, en tant qu'homme, finalement? Ben, moi, je prends ça comme une belle aventure humaine. Et en même temps qu'il y a un projet artistique derrière, c'est encore mieux, quoi. Donc voilà, je prends les choses comme elles viennent. Moi, ça a été un challenge pour moi et j'aime bien les challenges. Donc voilà, c'était une belle aventure avec des potes. Donc ça peut être voilà, vivant, quoi. Et au niveau de ta vision africaine, c'est aussi, tu connaissais déjà l'Afrique subsaharienne ou ça a été une découverte pour toi? Pour moi, ça a été la grande découverte. Pour moi, ça a été une grande découverte, quoi. Mais ouais, c'était la première fois que j'allais en Afrique, mais bon. Ouais, voilà, je voyais pas ça comme ça. C'est-à-dire, d'un côté, je pensais que c'était moins miséreux. Vous voyez? Ouais. Ouais, bon, mais après, c'est tellement beau, quoi, que de temps en temps, on oublie la misère. Mais nous, on a fait un tournage particulier, dans le sens où on a fait le contact vraiment du peuple. On n'est pas allé dans un club med où on est allé directement dans la réalité sénégalaise, quoi, la vraie vie, quoi, des Sénégalais de tous les jours. Vous avez Ouais, peut-être, Bernard, une pardon. question, je te vois là-bas. Pas de question particulière. C'est vrai que nous étant allés aussi au Sénégal il y a donc une quinzaine de jours maintenant, c'est vrai qu'on a retrouvé, enfin, quand on a vu le taxi, quand on a vu, on s'est retrouvé dans le bain. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avant-hier ou il y a quelques jours à Saint-Pierre, là, à Saint-Julien-de-Montagné, c'était vraiment, on avait l'impression d'être à nouveau au Sénégal, donc ça nous a prolongé le séjour. Et puis ça nous a fait découvrir un peu le Sénégal, parce qu'en réalité, quand on est allé, on était allé pour travailler, nous. On n'a pas eu la chance, alors on a dit que le prochain coup, on voulait bien, je crois que Philippe aussi veut bien faire partie, on veut bien être parmi les figurants, hein, on n'a pas la prétention de devenir des acteurs, mais dans les figurants, on veut bien y aller. Voilà. Alors, maintenant que le film est fait, l'aventure est partie, alors qu'est-ce que... Oui, à toi, enfin à tout le monde, je pense que maintenant c'est quand même une aventure collective. Je pense que vous n'allez pas vous arrêter là ou qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors là, il faut. Oui, D'abord, oui, le film ouais, ne sortira en salle qu'au mois de décembre ou janvier, plus vraisemblablement au mois de janvier. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi avoir commencé les avant-premières aussi tôt? Parce que enfin, c'est une question qu'on m'a posée régulièrement. Pourquoi c'est trop tôt en général, quand on fait une avant-première, c'est que le film va se retrouver dans la salle en question dans les semaines qui viennent, qui suivent. Et là, c'est pas le cas du tout. Mais nous, c'est un tel petit film. On a tellement peu de moyens. On n'a pas d'acteurs connus pour nous aider. Donc les distributeurs sont pas forts. Bon, on a un distributeur, mais on sait qu'on ne bénéficiera pas de gros moyens dans la promotion, dans la communication. On n'a aucune chance. Si on commence une promo un mois avant la sortie, on n'a aucune chance. Le phénomène qui s'est produit avec Spigou, le même Travail d'Arabe, il s'est produit des mois après la sortie. C'était trop tard. On ne pouvait pas en bénéficier
moment où le film était en salle, c'était fini. Donc après, on se retrouve à faire des scores qui ne sont pas... Encore que Spiegel avait passé les 100 000 spectateurs. Mais il fallait absolument... il fallait s'y prendre différemment. Et donc, nous, tous, toute l'équipe, on croit au film, on l'aime. Enfin, ce qu'on a vécu là-bas et le film qu'on en a tiré, on est tous très fiers. On est persuadés que ce film va plaire à beaucoup de monde. Donc on a dit, n'ayons pas peur, allez, on attaque les avant-premières cet été, pendant tout l'été. Là, on a prévu, la dernière, c'était donc à Saint-Julien-le-Montagnier, samedi dernier. Depuis la fin juin jusqu'à la fin du mois d'août, on a organisé comme ça une quinzaine d'avant-premières dans le quart sud-est, et surtout dans le Var, hein, parce que Spiegel étant dans le Var, la plupart ont lieu dans le Var. Et on a communiqué, mais on n'avait rien pour communiquer. On avait Facebook, c'est tout. Je crois que Jacques veut s'exprimer un petit peu. Alors, il a des choses à on dire. me parle dans la régie. Non, Allô, vous m'entendez? Jacques, parce que Jacques ne s'est pas exprimé encore, on va lui donner un peu la parole. C'était prévu qu'il la prenne. Et il fait partie de la conférence, donc c'est parce qu'il ne savait pas qu'il fallait. Tu m'as dit on pourrait rester jusqu'à 11h. Oui, non, il y a l'émission d'après va tenir aussi. Donc il faudra qu'on bien sûr, tout à l'heure, on va laisser Jacques s'exprimer. Et ça, c'est le parti pris de prendre la technique le 3e âge et demi. Presque le 4e, donc parfois il se fait saler. C'est ça, de quoi il se mêle en régie. Il est gentil, mais. Calmez-le, s'il vous plaît. On avait dit qu'on le calmait cette fois, hein, qu'on faisait un truc parfait. Donc, Jacques, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ouais. Salut. Bon, salut à tous. Non, je tiens pas particulièrement avec lui, mais c'est qu'il dit de commencer à parler. On t'entend plus là. On n'entend plus. Vous entendez? Non, vas-y. Allô? Ouais, ça va. Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. Vous entendez? Non. Jacques, il faut que tu te rapproches du micro. On t'entend moins bien. Tout à l'heure, on t'entendait bien. Rapproche-toi du. Voilà. Merci. Là, vous m'entendez? Tu es là, Jacques. Sinon, je termine ce que j'avais commencé, hein, parce que c'est quand même très important. Oui, non, vas-y. Hein. Moi, je voulais simplement... Je voulais pas intervenir, c'est simplement qu'on m'a demandé de parler, là. Vas-y. Non, mais juste, je termine ça. C'est que, voilà, on a mis en place ces avant-premières 6-7 mois avant la sortie en salle. C'était un risque énorme, parce que si la mayonnaise ne prend pas, si le bouche à oreille ne prend pas, la bataille était déjà perdue. Donc on a pris ce risque et on a eu raison. Sur ces 15 avant-premières, on a eu une moyenne de à peu près 400 spectateurs par séance. Et il y en a qui sont venus 4 fois au cours de l'été revoir le film. Le succès, du moins, cette première bataille, de ces avant-premières estivales, souvent en plein air, où on a essayé de créer de la convivialité. Il y avait souvent de la musique, un apéro, dans la mesure du possible. On a toujours essayé Spiegel aujourd'hui est devenu synonyme un peu de fête. Hein. Il y avait un gros festival à Spiegel pendant 4 années. Et donc on a réussi à créer une vraie dynamique. On ne sait pas si ça va profiter à la sortie, si ça va nous permettre d'avoir plus de copies, plus de moyens de communication. Mais en tout cas, il y a des signaux qui sont partis de la région en disant voilà, ici il se passe quelque chose. Il y a un phénomène qui est en train de se créer et on espère que ces signaux auront un écho favorable dans la profession, auprès des gros médias et auprès des exploitants des salles de la France entière. Parce que le combat, il est double. C'est d'un côté trouver des salles, de l'autre côté avoir la communication qui fait que les gens soient informés. Donc il y a ce double combat. Et la communication, voilà. Bon, aujourd'hui on fait une radio, mais c'est formidable, c'est ça. Ça part comme ça. Bon, on a commencé avec la Provence, Var Matin, la Marseillaise, Radio Galère, et puis on va voir où ça nous mène. On croit énormément au film et le public nous a confirmé. Nous a dit vous avez raison, ce film est formidable. Et puis surtout, moi je n'étais pas certain que sur le fond, sur les émotions, j'étais convaincu que ce film était réussi. J'étais moins sûr sur la plan de la comédie. Quand on travaillait beaucoup sur Spiegel, sur le public d'Spiegel, donc Spiegel, c'est un film tellement barjot par moment. Je n'étais pas convaincu qu'il puisse être aussi drôle. Eh bien oui, il est aussi drôle, voire plus drôle. Il y a les rires, ils sont là du début à la fin. C'est un cadeau pour nous tous qui est extraordinaire. Voilà, je voulais juste dire ça. Et Jacques, je te laisse la parole. Ouais, bonsoir à tous. Non, mais je souscris tout à fait à ce que tu dis. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Là, oui. Voilà. Je souscris tout à fait à ce que dit Christian. Hein. Ça a été une aventure, ce qu'ont dit les autres aussi, une aventure extraordinaire. J'avais un peu d'appréhension aussi. Hein.
de faire débarquer une équipe de cinéma dans ce village qui n'a pas trop l'habitude. Mais en fait, comme l'a dit Christian, l'osmose a été parfaite et c'est ce qu'on avait prévu, quoi. Parce qu'aussi, la démarche de départ, de réflexion avec Christian, c'était de se dire on entend de l'Afrique que des choses monstrueuses, horribles, on voit pas la vie quotidienne. Et en plus, on peut essayer de trouver plutôt ce qui nous rapproche que ce qui nous sépare de ces gens-là. Et en définitive, la structure de village, le fonctionnement, bon, au-delà des niveaux sociaux et économiques qui sont différents, mais la vie est à peu près la même, hein, les relations entre les gens, l'amitié, la convivialité, ça existe partout et c'est tout à fait métissable, on va dire. Ce rapport qu'ils ont à la nature, aux animaux, et comme à Espigoule, et puis les choses qui nous rapprochent directement, enfin, en tant que provinciaux, par exemple, l'OM, c'est incroyable. Moi, je ne savais pas ça du tout. Quand on est parti dans ce voyage, je ne savais pas que 99% des Sénégalais étaient pour l'OM. C'est incroyable, hein, un match de l'OM là-bas. Oui, puis derrière tout ça, il y a aussi des choses qui sont peut-être moins visibles, encore une fois, au premier abord. Mais bon, d'abord, les Sénégalais sont musulmans. Il y a aussi des hommes, des religions, des croyances. C'est une civilisation extrêmement vieille, extrêmement structurée, avec tout un tas d'apports. Dakar est quand même la capitale où, bah, comme vous en avez parlé, hein, le fameux discours de Sarkozy, il était aussi ces genres de choses qui ont porté partout en Afrique, quoi. Dire que l'Afrique c'est autre chose, oui, bien sûr, on cautionne tous, hein, c'est pour ça que vous êtes là aussi, du local au global, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Par contre, alors on va rebondir un petit peu, ensuite on va écouter Massilia, juste une petite seconde. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur... bon, donc là vous avez fait une vingtaine de présentation locale. Bon, en même temps, vous avez joué à domicile, donc je comprends qu'il y a toujours le risque, mais je pense que l'humour provençal, au contraire, est quelque chose qui s'exporte bien. Il y a des chances que ça rie encore plus ailleurs que chez nous, malgré tout. Mais, et l'Afrique, alors on a un petit peu abordé le sujet la semaine dernière, mais est-ce qu'un film comme ça, il a vocation à passer en Afrique aussi, non? Bon, en fait... c'est une question de moyens, encore une fois. D'abord, en Afrique, au Sénégal, il n'y a plus beaucoup de salles. Hein, Jacques, tu me confirmes, la dernière salle de Dakar. Oui, la dernière salle de Dakar, le Paris, le fameux Paris, hein, qui est dans la chanson de Manu Chao, a fermé il y a quelques années. Ouais. Enfin, ce que vous avez fait pendant 15 jours dans le Var, vous pouvez le reproduire un peu partout en Afrique, de l'extérieur, finalement. Avec des projections en plein air, bien sûr. Mais absolument. Ça, par contre, le cinéma itinérant existe en Afrique. Oui, voilà, ça fonctionne bien. Et ça doit être formidable d'ailleurs en plein air. Mais c'est une question de coût. On n'a pas encore les moyens de retourner avec une équipe et puis là, avec les projecteurs. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de la francophonie, des centres culturels français et tout ça. Parce qu'il serait intéressant aussi de voir... Enfin, moi, là, aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion d'inviter d'Africains proprement dit autour de la table, mais j'aurais été curieux de savoir quel est... ce que pensent les Sénégalais d'un film comme ça. Alors bon, c'est vrai qu'on a encore du mal à les mobiliser, les spectateurs sénégalais de France, la communauté française. Moi, j'ai passé une journée, il n'y a pas longtemps, au téléphone à essayer de les mobiliser, à inviter des représentants de la communauté marseillaise, toulonnaise. Ils étaient tous enchantés, ils étaient emballés par le projet, ils voulaient tous venir, et ils ne sont pas venus. Alors, on doit pouvoir, il va sans doute falloir qu'on se rapproche d'eux, qu'on fasse des projections plus près de chez eux. Mais pour nous, pour le moment, c'est même un peu gênant de faire ces projections quant aux Français, quoi. Bien sûr, ouais. Les acteurs, on ne peut pas les faire venir pour le moment. Encore une question de moyens. Voilà. Bon, après, je pense que les visas, on arrivera à les avoir. Pour le moment, on n'a pas les budgets pour faire venir Modou, pour qu'il fasse la promo avec nous. Mais, non, mais on est malheureux de cette situation. On n'attend que ça que Modou soit à nos côtés. Et dans la salle, c'est pareil, il y a très peu. Alors, il y a peut-être un Sénégalais, ou d'origine sénégalaise, par séance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Sénégalais qui voient le film, ils en tombent amoureux. Et ils reconnaissent leur pays. Alors, si on n'a pas encore pu organiser véritablement de projection, ni à Toubacouta, ni à Dakar, ni nulle part au Sénégal, Jacques, pendant ses dernières vacances, il y est retourné avec une copie et il a présenté le film achevé aux acteurs, à tous les acteurs. Donc ça, il peut nous en parler. Jacques, on va passer un petit morceau de musique. Et puis, non, mais peut-être que tu peux nous dire comment il a été perçu par les acteurs eux-mêmes. Très très bien, les acteurs, toute l'équipe. Hein.
ça a été un gros succès auprès d'eux, pas seulement parce qu'ils se voyaient dans le film, mais on peut peut-être en parler après. Si Oui, vous voilà, on voulez va passer un petit peu de musique parce que oui, ça me paraît intéressant, parce y compris au-delà des acteurs, parce que bon, l'objectif aussi, c'est voir un peu. Enfin bon, on va en parler. Écoute, on va donc, pour le coup, cette fois, c'est vraiment Massilia Sound System. Alors c'est parti. Aioli. Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du chablis, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil. De la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil. On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir, faut se dépêcher. On vient de tous côtés de la Méditerranée, tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées. Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil. De la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil. On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir, faut se dépêcher. On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier. Oui, nous venons d'évoquer là avec Christian et Philippe, enfin très succinctement, la question des visas et la question de la diffusion de ce qui s'est passé. Donc, je pense que nous avons ici, sur les ondes même de Radio Galère, il y a une émission tous les dimanches, de 13h à 15h, qui est animée par Mamadou Ndiaye, Diaspora deuxième mi-temps. C'est un lieu où on devrait pouvoir faire connaître et parler d'Africa Aioli. Et puis, je voulais dire aussi, parce que nous devions avoir aujourd'hui comme invité Babacar Ba, et bon, il ne pouvait pas venir, et il souhaitait justement s'exprimer plus dans ce qui concerne le rôle de la diaspora, en ce qui concerne les actions qui touchent leur pays. Et donc, lui-même est sénégalais, et je pense que dans une prochaine émission, nous le recevrons, et il agira, je pense, comme d'ailleurs il est, je crois, de temps en temps l'invité de Mamadou Ndiaye dans son émission de Diaspora deuxième mi-temps. Donc là, je pense que nous devons effectivement essayer de faire converger nos actions. Alors, Radio Galère organise, rappelons-le quand même ce week-end, Parole de Galère. C'est l'occasion de se rencontrer les uns et les autres et d'essayer d'agir ensemble et de créer des synergies. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur, je dirais pas le flop, mais le manque d'intérêt
tout au moins susciter des gens qui disent oui, 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 mais ça c'est le côté un petit peu africain que l'on connaît, nous qui y allons assez régulièrement avec Philippe. Ils disent oui, puis après ils oublient, quoi. C'est pas de la mauvaise volonté, mais peut-être que là, par contre, si on les fait se lancer, peut-être pourquoi pas à l'occasion d'un match sur grand écran de l'OM et qu'on poursuive sur Africa Yoli, pourquoi pas, puisqu'ils ont l'air de supporter l'OM. Voilà, pour la région. Je veux dire, essayons de créer des synergies. Je pense que avec l'ensemble des autres radios, et pas seulement Radio Galère, puisque vous êtes passé donc à Radio Verdon lors de l'événement, de la présentation de votre film pendant ce week-end. Je pense que nous avons, les uns et les autres, si nous savons créer ces synergies, si nous savons nous épauler les uns les autres, nous pourrons parler de ce film et essayer de le faire connaître et puis d'amplifier déjà, ce qui est déjà pas mal, 400-500 personnes. Nous, on a vu, il manquait de chaises l'autre jour, donc ça veut dire que c'est bien. On peut mieux faire si on travaille ensemble. Et je crois qu'il le faut également, et je vais revenir quand même un petit peu sur les questions de visa. J'ai entendu aujourd'hui dans une radio concurrente que, ma foi, le gouvernement d'aujourd'hui a fait blocage à plus de 850 artistes qui ont essayé de venir d'Afrique et qui n'ont pas eu leur visa. Nous-mêmes, à ATC, nous avons pu constater un refus de visa pour une participation au 50e festival du film documentaire qui se déroulait à Cannes du 8 au 11 avril dernier. Donc le gouvernement peut nettement mieux faire et surtout appliquer les circulaires qu'il met lui-même en ligne. Il y avait une circulaire du 19 février 2008 qui datait de l'ancien gouvernement. Il semblerait qu'il y ait une circulaire initiée sous l'impulsion du président Hollande. Eh bien, il faudrait que ça corresponde, que les promesses correspondent un peu aux réalités et qu'on fasse surtout un effort dans ce domaine. Et je crois que vous êtes vraiment des ambassadeurs des deux côtés, c'est-à-dire que la réciprocité, puisqu'on vient de voir que le Sénégal a appliqué la question du visa au titre de la réciprocité, c'est-à-dire qu'on ne payait pas, nous autres Français ou les ressortissants sénégalais de la diaspora pour aller dans leur pays ne payaient pas. Et à compter du 1er juillet, la réciprocité a fait que on paye 50 € de visa alors qu'il n'y en avait pas avant le 1er juillet. Donc c'est un débat véritable. Les échanges culturels, la connaissance, les flux dans un sens et dans l'autre, puisque nous, on veut inverser les flux. C'est important de les analyser et de faire remonter auprès des politiques. Bon, en région, vous avez eu des financements de la région, donc c'est aussi une structure politique. On approche des élections en 2014. C'est le moment de faire bouger les choses, d'aborder les débats et de ne pas les mettre au fond d'un tiroir. Ça nous semble très, très important. Et nous-mêmes, dans notre émission, on s'y engagera à vos côtés. Il faut décoloniser la culture et il faut faciliter l'entrée des artistes, l'entrée des chercheurs et des étudiants. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Voilà. Bon, Philippe, tu reprends, on continue. Je pense que vous avez encore des choses à vous dire. Donc, attends, mais il écrit très mal, ce garçon. On va embrayer. Donc, maintenant, je crois que Philippe... Non, je laisse, c'est lui qui va faire. D'accord, ok. Je te laisse. Allez, à toi, Philippe. Les visas, oui, évidemment. Bien sûr. Donc, bien sûr. Alors, on va parler 5 minutes avec Jacques et toi d'Amérique du Sud. Bon, pourquoi l'Amérique du Sud? Pourquoi on vous a proposé éventuellement de venir avec nous? C'est entre autres les visas. C'est-à-dire, puisque on veut plus d'artistes africains en Europe, on s'est dit on va faire une tournée en Amérique du Sud. De fil en aiguille, on a donc décidé de faire une sorte de centre culturel africain itinérant. Et pour le coup, pour tout le monde. C'est-à-dire, on trouvait qu'il était hallucinant que le petit français de base, le petit blanc de base, ne sache rien de nos rapports avec l'Afrique. En gros, c'est 2 heures dans toute la scolarité d'un gamin. Et que aussi les Africains aient très peu d'endroits pour pouvoir... très peu de vitrines de leur art. Voilà. Est-ce que vous... le fait d'avoir fait un film Africa Yoli comme ça, vous pensez que on peut vous insérer dans une réflexion sur la culture africaine, par exemple? Est-ce que ça vous intéresserait? Et si oui, voilà, je vous pose la question. Forcément, oui. L'autre jour, quand on a parlé longuement de ton projet, nous, on est tout à fait disposés à y participer, à accompagner le film en Amérique du Sud et à échanger sur ces questions.
Moi, je suis pas, je dois avouer que je suis pas un grand spécialiste de l'Afrique et de sa culture, hein. Moi, c'était la première fois, grâce à Jacques, que j'y mettais les pieds, enfin, au moment des repérages et puis après pendant le tournage. Donc, à ce jour, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Et Jacques a sûrement beaucoup plus de choses à dire que moi à ce sujet, mais je suis tout à fait disposé à élargir mes connaissances dans ce domaine et à les partager. Jacques, tu nous entends? Toi, tu es... Tout à fait. Je crois que c'est ce qui est magnifique dans ce projet, c'est justement le métissage, hein. Moi, c'est un peu le leitmotiv qu'il y a derrière le film. Mais métissage, quand je dis métissage, c'est aussi métissage et surtout culturel et même au niveau de l'humour, par exemple. Moi, je suis certain qu'on a beaucoup de choses à partager entre Américains du Sud, Africains et Européens. Toute aventure culturelle est intéressante, surtout quand elle va vers l'autre, vers ce qui nous paraît étranger ou étrange d'ailleurs. Et là, les préjugés tombent vite. Ce qui me semble intéressant dans un truc comme ça, c'est pas seulement d'intégrer la culture africaine traditionnelle, entre guillemets, qui est très importante, qui est peut-être la plus connue en définitive. Mais ce qui serait important, c'est d'intégrer justement la création actuelle africaine, qui est en plein essor et qu'on ne voit pas fleurir parce qu'il n'y a pas les moyens qui vont derrière. Ils ont le savoir-faire et ils n'ont pas le faire savoir. Ils sont un peu comme nous. C'est ça qui nous rapproche aussi. C'est que on ne sait pas ce qui se passe dans l'art contemporain, dans la création, dans le cinéma aussi au Sénégal, qui est vraiment sinistré par rapport à d'autres pays. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe ni en Europe ni en Amérique du Sud et c'est l'occasion de le faire découvrir. La culture vivante africaine est aussi intéressante que son passé, de la même manière que nous, si on devait se présenter s'il y avait lieu de le faire à une autre culture, on repartirait peut-être pas de nos chants traditionnels de la campagne, on partirait de la création actuelle qui est riche. Et je crois que les Africains ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on les sorte un peu des musées, qu'on les sorte du parc touristique pour les faire entrer dans le monde de la culture actuelle qui est global. Et tout en étant aussi très local. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, puis je crois que nous, on a aussi besoin qu'on nous sorte de la naphtaline parce que Absolument. il serait extrêmement intéressant aussi, et je pense qu'il n'y aurait pas que des choses très sympathiques à entendre, parce que moi, je suis persuadé que votre film, vu par des Maliens, des Burkinabés, des Burundais, qui n'auraient pas l'approche sénégalaise, c'est-à-dire on est content que le film soit passé chez nous, mais on n'apprécie pas non plus ces archétypes répétés à l'infini, c'est-à-dire, ou les stéréotypes, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est de sortir. Je trouve que vous l'avez fait très finement, et c'est pour ça que je me permets de vous en parler, sinon j'aurais gardé tout ça pour moi, mais dans la mesure où vous l'avez fait très finement, et qu'on sent quand même que, encore une fois, c'est simple mais pas simpliste, ce que vous avez fait, et que effectivement vous l'avez intégré. Je pense qu'aussi, Jacques, il faut nous sortir de nous de la naphtaline. Pour une fois, on a fait une petite émission gentillette avec Bernard, ce qui, une fois, n'est pas coutume, parce qu'en général, on est beaucoup plus virulent. Mais on s'est dit, c'est notre première cinéma, on va faire... on va être moins virulent, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de colère récurrente, quoi. C'est ce qu'on est en train de dire sur les visas, c'est il y a une vraie volonté de nous monter les uns contre les autres, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Mais ce film n'est pas seulement un plaidoyer pour l'Afrique ou une situation purement, je dirais, de surface. On a réfléchi beaucoup avec Christian et on avait une profondeur à assumer aussi, parce que c'était pas évident de faire partir ces deux personnages qui ont un peu l'air de bof au départ, hein. Bien sûr, ouais. Ils sont tout destinés à faire du tourisme sexuel et à se comporter comme des gorées, comme la plupart des touristes, et moi le premier, hein, probablement. Donc, enfin, du moins pas dans ce domaine. Mais... Tu me rassures. Non, mais dans le sens où on n'a pas les codes quand on arrive Bien comme sûr, ça, on ouais. ne sait pas trop. On peut bousculer des manières d'être et être très, très violent pour des broutilles. Donc, en fait, l'intérêt de tout ça, c'était que le film il se présente un peu sous une forme de lasagne, quoi, avec des niveaux différents et qui puisse être vu. Moi, j'ai fait l'expérience par des enfants d'une dizaine d'années, aussi bien que par un Africain, un Européen, qui soit jeune, qui soit vieux, bon, peu importe. En fait, c'était au niveau des relations humaines que tout se jouait, quoi. Et en même temps, il y a des questions plus lourdes dans les profondeurs, et tu as parlé du discours de Dakar et de la vie qu'un des personnages porte là-dessus. On pourrait parler de la colonisation, on pourrait parler du rapport entre les hommes et les femmes,
on pourrait parler de beaucoup de choses en fait à propos du film parce qu'il est construit comme ça. Et si le cinéma de Christian est si populaire, c'est parce qu'il a justement ce niveau, on va dire, de premier degré qui est tout à fait plaisant. Et puis après, quand on le revoit, parce que c'est des films qu'on revoit, c'est ça qui est intéressant. Et à chaque fois qu'on le revoit, il prend un nouvel aspect où il y a de nouvelles couleurs qui apparaissent. Et c'est tout l'art de Philibert de faire ça, quoi. Et je suis très fier d'avoir participé à l'élaboration de ces magnifiques lasagnes. Voilà. C'est tout à fait le sentiment qu'on en a, parce qu'on pourrait très facilement transposer l'histoire ailleurs, en Bolivie, parce qu'il faut savoir que les Boliviens sont les Noirs d'Amérique du Sud, hein. Siempre eres el negro de alguien, comme on dit. Hein. Voilà. Et c'est vrai que c'est une histoire vraiment à vocation à être interchangeable, quoi. Elle est comme si on pouvait retourner la peau, et voilà. Et étonnamment, j'ai trouvé ça beaucoup dans le cinéma africain. Je suis pas un spécialiste, hein, c'est vrai. Mais souvent, je trouve que dans le cinéma africain, alors peut-être du fait que les scénarios sont moins élaborés, donc plus de liberté, tu pourrais les transposer ailleurs. Le film malien dont j'ai plus le nom en tête, mais j'avais le même sentiment. Et je trouve que vous êtes tout à fait dans cet esprit, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut retourner, s'approprier. La musique tout à l'heure m'a fait penser tout de suite, enfin, je veux dire, c'est étonnamment fait, c'est vrai que c'est étonnamment fait, quoi. Et bah, écoutez, on vous accepte avec plaisir. Parce que enfin, avec plaisir. Et pourquoi? C'est facile de dire on vous accepte avec plaisir. Doublement. D'abord parce que vous avez fait vraiment du bon boulot, il faut dire ce qui est. Et puis, vous participez d'une autre dynamique par rapport à l'argent qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, le banquier n'est pas venu, mais ça aurait été important qu'il soit là, parce qu'on peut faire les choses sans argent. Faisons-les. On fait les choses. Ensuite, on voit. Le problème de la culture mondiale, c'est pas l'argent. En France, on en a beaucoup. Marseille-Provence 2013, 95 millions d'euros qui n'ont servi à rien. Donc, c'est pas une question d'argent. Voilà. Le but du jeu d'aller en Amérique du Sud, c'est de sortir les Africains, mais nous aussi, nous sortir, nous, de notre carcan. On est dans une naphtaline absolue. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. On est une société déculturée, acculturée. On n'arrête pas de répéter la même chose, mais c'est vrai. On a un vrai besoin les uns les autres. Je pense que vous insérez tout à fait dans notre tournée, parce qu'y compris les Africains qui vont venir avec nous vont se rendre... Alors, il faut savoir que tout le monde vient gratuitement. Des gens comme Habib Faye, qui est une pointure absolue, vraiment. Et tous les gens qui vont venir gratuitement pendant cette semaine. Voilà. Alors après, si on peut créer des événements payants, on le fera. Voilà, il y a une vraie dynamique. Tu parles de quoi? De la semaine en Amérique du Sud. Voilà. Mais je crois que ça allait durer plus longtemps, non? Oui, mais la première semaine, c'est la semaine fondatrice. Parce que il faut toujours commencer comme vous, c'est-à-dire nous, un centre culturel africain itinérant, c'est comme vous, passer en salle. Voilà, bon. Mais l'objectif, c'est ça, de se retrouver sur des valeurs. Bien sûr qu'il faut de l'argent. Bien sûr, quand il a fallu que je trouve 50 billets d'avion pour toute la troupe, c'est un peu comme toi qui va chercher, voilà. Mais alors là, on va passer à Bib, une vraie pointure. Voilà, ça c'est le Sénégalais qui va prendre en charge toute la partie artistique. Ça va des acteurs. On travaille donc avec le Théâtre National de Dakar, voilà. Des chanteurs, il y aura de la gastronomie, il y aura tout un tas de choses. Et c'est Habib qui est un peu notre l'ouvre-porte. Parce qu'en Afrique, il suffit que tu en aies un bon, toutes les portes s'ouvrent. Et ce qui manque un peu chez nous. Ou peut-être que si tu avais eu un acteur qui t'ouvrait les portes, voilà. Oui. Alors donc nous allons écouter H2O d'Habib Faye, que nous avons rencontré quand nous étions au Sénégal, avant qu'il parte faire une tournée au Brésil déjà. Et donc effectivement, ce sera notre icône, probablement, de cette première semaine africaine qui va se dérouler du 8 au 17 novembre à Buenos Aires. Habib donc va se charger de coordonner tous les artistes. Voilà, on a des relais sur place dans les différents pays et c'est lui qui va coordonner probablement avant le départ. Voilà. Donc H2O d'Habib Faye. Mam yàlla may ñu ndox suñu dundee fay la ndox ñun dañuy baawu naa Mam yàlla may ñu ndox suñu
sunu dundee fay la ndox ñun dañuy baawu naa sarax ñu sarax ñu sarax ñu yërëm sarax ñu sarax ñu sarax ñu sarax ñu maam yàlla may ñu ndox suñu dundee fay la ndox ñun dañuy baawu naan maam yàlla may ñu ndox suñu dundee fay la ndox ñun dañuy baawu Alors Habib Faye, ça passe, voilà. Grand monsieur Habib Faye, hein, c'est quand même quelqu'un qui... alors d'une humilité absolue, toujours en retrait, mais c'est 80% du Sundour, c'est... comme je te disais, c'est l'arrangeur de la plupart des grands musiciens africains. C'est vraiment des bons types, quoi. Parce que la tournée dont on parlait ensemble, l'objectif aussi, c'est que le gouvernement argentin prenne 5 jeunes étudiants africains pour être ophtalmologistes, 5 étudiants en droit des affaires. Le but du jeu, c'est vraiment de faire l'interaction. Ce qu'on a commencé à faire avec ATC, nous, hein, je veux dire, il faut laisser une trace. Si vous voulez que votre film marche en Afrique, alors je me permets, on en parle comme ça, mais un conseil, ça coûte rien. Il faut donner en échange. Donner en échange, parce que si chaque fois que vous allez dans un pays présenter votre film, vous venez avec un projet d'échange interculturel entre université ou une école de cinéma en France et que vous rameniez 2 gamins là, ce sera plus facile pour les uns et les autres, parce qu'on se plaint tous. On demande des visas pour les touristes et pour gagner de l'argent, encore de la thune. Il est où l'échange? Elle est où la culture? Elle est où la solidarité? Voilà. L'Africain, il est comme nous, il a envie de solidarité. Et nous, ce qui nous a beaucoup touché dans votre film aussi, c'est parce qu'avec Bernard et quelques-uns, on souhaite venir faire venir en France, dans notre village, Valençol, qui pour le coup est le vrai village de Valençol, une équipe d'Africains qui tournerait mon village, pour qu'ils se rendent compte que chez nous, on meurt de faim, on a froid, que la réalité, elle est beaucoup plus compliquée, et que je ne suis pas tout à fait sûr que si un de nos frères africains débarquait de Dakar ou de Lomé, ça finisse dans un grand élan de solidarité. Mais j'y crois quand même, je ne suis pas sûr. Mais voilà. On peut se poser la question. On peut se poser la question. L'important, c'est de créer
créer ces ponts. Ces Ouais, passerelles. voilà. Ouais, Et je crois que vous êtes vecteur de passerelle, là. Votre film, il est vecteur de passerelle. Surtout que tout le discours que vous avez tenu depuis le début, c'est ça, quoi. Que ce soit vos acteurs, que ce soit vous-même, il y a quand même beaucoup d'humilité derrière tout ça. Et ça fait avancer les choses, c'est l'humilité, quoi. Oui. Écoute, je crois que c'est le cas. En tout cas, on a vraiment une équipe formidable, quoi. C'est pas tous les temps, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Tous les gens qui ont participé à ce film, ils l'ont fait avec une générosité incroyable et beaucoup de talent. Et ça Comme ça a me dit touche Momo. énormément. C'est vraiment c'est vraiment la plus belle aventure artistique et humaine. Il y a quelqu'un qui nous appelle sur Oui, Skype. on travaille avec lui. Ah, d'accord. Celle du Dakar, là. Mais c'est vrai que bon, pour le moment, nous, notre vrai problème, c'est la sortie du film en France, parce que c'est ça qui va permettre au film de résonner et de s'exporter plus facilement. Donc tout l'enjeu dans le premier temps, dans les mois qui viennent, il est là, gagner ce combat. On a gagné la première bataille des avant-premières estivales. Bon, ça c'était formidable. On a réuni sur une quinzaine d'avant-premières, on a réuni peut-être 6000 personnes. C'est absolument énorme. Donc là, vous êtes sur les réseaux sociaux. Alors concrètement, vous avez fait on n'a comment? que ça pour communiquer. D'accord. Bon, je te dis un peu les journaux locaux. Et c'est vraiment grâce à Facebook, parce que nous on travaille beaucoup sur Facebook. On n'est pas très doué avec Twitter. Et d'ailleurs, j'invite, parce que tout l'enjeu, c'est la communication. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, on va avoir une date de sortie. Et voilà, et il va falloir la répéter, la matraquer. Il va falloir qu'elle circule cette date. Et donc j'invite tous les auditeurs, tous ceux qui ont vu le film, je leur ai déjà dit ça, mais tous ceux qui ont eu l'occasion de voir mes films, Espigou, le travail d'arabe, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dis, on est particulièrement efficace, nous, sur Facebook. Il y a une page Facebook des 4 saisons d'Espigoul, ou sur nos Facebook personnels. Hein, moi, j'accepte beaucoup d'amis. Et puis, on a aussi un blog, espigoul.com, où vous pouvez vous inscrire. Enfin, ça, c'est des moyens de rester informés de notre actualité. Là, on a des avant-premières qui arrivent bientôt. Le 18 septembre, on a une avant-première à Vitrolles. Après, pendant quelques jours, on est au Festival de Groland à Toulouse. Ça va être très sympathique. Le 21 septembre, nous sommes à 7. Et au mois d'octobre, le 5 octobre, à Rayanne, dans mon petit village dans les Alpes de Provence. Le 12 octobre, on sera au Festival de Carrosse dans les Alpes-Maritimes. Et le 18 octobre, on projette le film à Istres dans le cadre des 20 ans du cinéma Le Coluche. Donc voilà, ces avant-premières vont continuer jusqu'à la sortie. Et restez donc en contact avec nous. Soyez informés de ces avant-premières. Venez le plus nombreux possible à ces projections. Et je pense que la plupart d'entre vous ne le regretterez pas. Et bon, à partir de là, si on arrivait à se faire un petit peu remarquer, parce que depuis le départ, on est condamné, on nous dit vous n'allez pas dépasser les 20-30 000 spectateurs. C'est quand même étonnant, vu l'impact qu'a le film sur le public. Alors bon, nous, on refuse cette fatalité. Et on va se battre jusqu'au bout pour que ce film il ait de toute façon, nous on vous accompagnera. On a dit qu'on ferait des interviews. On va si on peut continuer organiser ensemble avec d'autres radios, évidemment, une projection sur que... Marseille, où on pourra inviter la communauté sénégalaise, même africaine plus largement. Oui, c'est vraiment une belle idée. Non, et puis vraiment faire des interviews des uns des autres, parce que Skype n'est pas encore... Alors par contre, je vois que Cheikh Mbaye est en ligne avec nous, c'est ça? Tu m'entends? Oui, Mam est en ligne. Bon, je lui ai dit qu'il arrivait un petit peu tard, mais on va le saluer quand même parce qu'il travaille en collaboration avec Habib Faye. Et en plus, lui, il est à la fois un pied au Sénégal et un pied en France, et donc peut-être dans une autre région où il serait possible de faire connaître Africa Yoli, puisqu'il est en région nantaise, Saint-Nazaire. Donc on le salue, Mam. On s'excuse auprès de toi de ne pouvoir... te céder l'antenne un petit peu, mais dommage que tu ne sois pas arrivé plus tôt. On aurait essayé de serrer un peu notre programme pour que tu puisses intervenir. Donc, on le salue. Et on va passer juste un petit morceau, parce que nous devons rendre l'antenne dans quelques minutes. Tu m'entends, Mam, là? Oui, je vous entends, là. Alors, comment ça va là-bas, Dakar? Ça avance? Parce que justement, on parlait du fait que le gouvernement était en train de changer. On en est où du ministre de la Culture?
Donc, en ce moment, le ministre de la Culture, c'est le même. Ah, mais d'accord. il y a beaucoup de ministres qui ont changé. Donc, ils sont en train de refaire le gouvernement. Donc, du coup, en ce moment, il y a eu boulot quoi, dans le gouvernement. Quoi, voilà. Mais nous, aujourd'hui, j'étais avec Abifay toute la journée. Donc, on a bien avancé sur les dossiers et pour le spectacle qu'on proposait à Buenos Aires. D'accord. Donc, Voilà. Mam fait partie de ceux qui seront avec nous à Buenos Aires, qui sont en train de travailler à Dakar, d'arrache-pied, pour travailler tous ensemble. Écoute, Mam, nous, on se rappelle. Hein, moi, je te rappelle, peut-être pas après l'émission, mais on se tient au courant. Nous aussi, on travaille, on avance, on y est presque. Et puis, voilà. Bonjour à Dakar, bonjour à tout le monde, à Habib, à tous les amis sénégalais. Voilà, bonsoir. Hein, bonsoir. Allez, bonsoir à tous. Et merci de nous avoir Oui, écoutés. alors merci à vous tous, hein, merci d'être venus. Ça fait du bien, une petite respiration. Hein, je veux dire, encore une fois, du local au global, c'est pas que des mots, quoi. Ça peut être quelque chose qui ait du sens, quoi, et vraiment. Et puis, c'est vrai qu'on habite une belle région, hein, finalement. Et oui, comme je dis souvent avec Espigoul, on avait un peu enraciné notre cinéma dans le territoire avec Africa Yoli, il s'ouvre au monde. Et Voilà. j'espère qu'il aura le plus grand écho possible. Alors, merci à Jacques, merci à tout le monde. On finit sur Electro Bamako. Et je vous invite à nous rejoindre le mois prochain pour la suite de nos aventures. Bernard. Le 1er octobre, voilà. On se retrouve alors Electro Bamako.
culturel est un réseau de paix et de développement. Ensemble, nous pouvons bousculer les idées reçues, inverser les flux habituels de coopération. Par la culture, des alternatives économiques et sociales sont possibles. Pendant 1h30, en direct et en duplex, en échangeant sérieusement sans se prendre au sérieux, sur Radio Galère, chaque premier mardi du mois de 20h30 à 22h, libérons la culture, décolonisons la culture.